Avant qu'on commence, un petit point de vigilance. Si vous sentez que ce temps d'échange crée chez vous des émotions, vous quittez la réunion, vous mettez sur pause le replay si vous regardez en replay, et puis vous pouvez appeler les 2 numéros de téléphone qui s'affichent, qui sont des numéros d'aide pour les personnes victimes de violences. Donc, bienvenue dans cette présentation des rendez-vous de The Projet. On va parler là pendant un quart d'heure, 20 minutes, du rapport sur les homicides conjugaux publié par le ministère de la Justice. Donc, ce rapport, en fait, il fait suite à une mission initiée en juin 2019 par le ministère de la Justice sur les homicides et tentatives d'homicide de 2015 et 2016. Ils sont allés étudier, en fait, 88 dossiers, principalement d'homicides et de quelques tentatives d'homicide, féminicide ou tentative de féminicide, et ils ont essayé de comprendre, d'analyser qu'est-ce qui avait dysfonctionné dans toute la chaîne de prise en charge pour qu'on en arrive à un féminicide ou à un homicide. D'accord? Donc, c'est un document qui est en ligne, que vous pouvez lire, qui est assez court par ailleurs, qui se lit assez facilement et que vous pouvez retrouver sur le site du ministère de la Justice. Il y a 88 dossiers qui ont été étudiés partout en France. Vous voyez là la carte des dossiers qui ont été étudiés et puis de toutes les générations. Donc, ça aussi, c'est intéressant. Zone rurale, zone urbaine. Donc, ils ont vraiment essayé d'analyser des dossiers un peu divers en termes de positionnement sur géographique, par exemple, de manière à pouvoir essayer de voir s'il y avait des points communs ou des différences. Alors, pourquoi ce document est intéressant à votre avis? On va retrouver un peu la même... Donc d'abord, c'est le premier tout à fait en ce genre. C'est la première fois qu'il y a un rapport qui sort d'analyse très détaillée sur la question des féminicides. Ça donne une vision globale, tout à fait. Et en effet, Virginie, ça met en évidence les manquements et les dysfonctionnements. C'est un document officiel qui dit, là, en fait, ça déconne à plein régime. Donc, moi, j'ai trouvé 3 éléments à la lecture de ce rapport, ce document intéressant. Le premier, en effet, c'est qu'il présente un état des lieux précis et documenté des dysfonctionnements. Il établit ensuite, et ça, c'est très intéressant, ce qu'on appelle des facteurs de risque, tout à fait. Ça, c'est super intéressant parce qu'on peut, et pour les professionnels qui accompagnent les femmes victimes, en fait, on sait les facteurs de risque des féminicides. Donc, on peut, résultat, peut-être augmenter, sans doute, il faudrait augmenter la prise en charge, le suivi des femmes qui rentrent dans ces facteurs de risque. Et puis, il émet 24 recommandations d'action qui sont des recommandations d'action, on va y revenir, assez intéressantes. Alors, je vous ai fait un petit focus sur ces facteurs de risque qui sont identifiés dans le rapport. Pour moi, ils devraient être connus de tous les professionnels qui accompagnent à un moment ou à un autre des femmes victimes. Donc, en gros, tous les professionnels, puisque quand vous êtes travailleur social, professionnel de santé, magistrat, magistrate, que vous travaillez à l'école, par exemple, vous êtes au contact de personnes victimes de violences et en l'occurrence, en particulier de femmes victimes de violences. Donc, le premier risque identifié pour être victime d'homicide conjugal, c'est d'être une femme. D'accord? Donc ça, c'est le premier risque identifié. Le deuxième risque, les antécédents. Oui, tout à fait. J'ai vu des personnes qui avaient dit la bonne réponse. Les antécédents de violence et, a fortiori, les antécédents de violence conjugale de l'auteur. D'accord? Le troisième, c'est l'alcoolisme et la dépendance aux produits stupéfiants. Donc ça, c'est un facteur de risque, d'accord, de passage à l'acte de féminicide. L'inactivité de l'auteur ou de la victime, ça a été identifié comme un facteur de risque. La séparation du couple, on va y revenir, ou l'annonce de la séparation. L'isolement social ou familial, qui est en fait à la fois un facteur de risque, mais aussi et surtout une conséquence des violences. C'est-à-dire que l'isolement de la victime fait partie des mécanismes des violences mis en place par l'auteur. Quand vous avez une cousine, une pote, une amie qui commence à s'isoler, en fait, c'est sans doute un signal d'alerte. Peut-être que juste elle a envie de prendre du temps pour elle et d'être tranquille. Ça vaut le coup d'aller vérifier. Les maladies psychiatriques, les fragilités psychologiques et les pathologies neurologiques peuvent être un facteur aggravant. Et alors, en 8e, ils ont mis un truc qui m'a un peu saoulée. À votre avis, comme facteur de risque, qu'est-ce qu'ils ont mis? Pas la dépendance, pas la passion, mais la jalousie. Ouais. Et le sentiment de possession qui en découle. Et ça, moi, ça m'a un peu fait tiquer parce que ça donne le sentiment, en fait, que comme les autres éléments, la jalousie est un fait en soi et n'est pas ça donne le sentiment que ce n'est pas forcément une construction, vous voyez, et que ça ne fait pas partie des violences. C'est-à-dire qu'en gros, tous les autres éléments de facteurs de risque ne sont pas forcément des choses qui font partie des violences. Pour moi, la jalousie est une forme de violence, est un signal d'alerte qu'il y a des violences au sein du couple. Donc pour moi, il y a 3 éléments à retenir dans le rapport. Le premier, c'est que les femmes étaient souvent déjà victimes de violences et que la séparation a été un moment clé. Le deuxième, c'est des professionnels de santé qui ne repèrent pas du tout, vraiment, mais c'est incroyable, et des forces de l'ordre et une justice catastrophique.
Donc, des femmes souvent déjà victimes, à votre avis, c'est quoi la proportion des femmes qui avaient déjà des victimes de féminicide, donc là on parle, qui avaient déjà subi des violences conjugales? C'est les 2 tiers, d'accord? Et dans 65% des cas, si on prend ces 2 tiers de femmes, en fait, ces violences avaient déjà été dénoncées aux forces de police, d'accord? Dans 65% des cas. Donc ça veut dire que parmi les femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint, il y en a 2 tiers qui avaient déjà subi des violences conjugales. Et dans près de encore 2 tiers des cas, 65%, en fait, les violences avaient déjà été signalées. Les faiblesses dans le repérage et le traitement, elles sont multiples. Qui ne repère pas assez, à votre avis? Le personnel de santé, alors là, je parle des professionnels, hein, on est vraiment sur la question des professionnels. L'entourage, en général, repère. Hein, ils ne sont pas forcément alertés, mais ce que dit le rapport, c'est que l'entourage était informé qu'il y avait des problèmes. La police, les professionnels de santé, la justice, l'école, l'environnement professionnel. Ouais. En fait, globalement, ça dysfonctionne à tous les étages. Les professionnels de santé, les services sociaux, les services enquêteurs, le parquet, les services juridictionnels, les dispositifs de protection et tous les dispositifs de suivi des auteurs. D'accord? Parce qu'il y a des hommes qui ont assassiné leur conjointe qui avaient déjà été condamnés. Et donc, là, il y a eu un problème de suivi des auteurs. D'accord? Donc ça, c'est les services qui ont été analysés par le rapport. Ils n'ont pas analysé le domaine professionnel. Donc ça, c'est intéressant. Ça aurait été intéressant d'aller regarder est-ce que dans l'entourage professionnel, il y a eu des alertes qui n'ont pas été prises au sérieux et quel aurait pu être le rôle du travail de l'employeur, par exemple, dans l'alerte sur les violences. Là, c'est vraiment un rapport qui s'est focalisé sur les dysfonctionnements des services de l'État. Dans 43% des dossiers, l'annonce de la séparation ou la séparation elle-même ont été des événements qui motivaient le passage à l'acte. D'accord? Donc, c'est dans près de la moitié des dossiers. Hein, c'est quand même très important. Donc, vraiment, et ça, on le sait quand on travaille sur la question des violences, la question de la séparation, c'est un moment clé assez déterminant de risque sur les violences. Sur les professionnels de santé, donc là, ce que moi j'ai découvert dans ce rapport, c'est que non seulement il y avait des dysfonctionnements et des défaillances du côté du repérage des victimes, mais il y avait aussi des défaillances dans le fait de ne pas prendre au sérieux, y compris les auteurs des violences. D'accord? Donc, il n'y a pas de repérage ou repérage insuffisant et pas de prise au sérieux des victimes. Dans le repérage, par exemple, vous avez une victime qui a été hospitalisée à 2 reprises en 3 mois, d'accord, pour des faits des marques de violence, sans que personne manifestement se dise qu'il y avait un truc à faire pour l'aider. Une autre situation qui a été analysée dans le rapport, 3 mois avant les faits de féminicide, il y a un certificat médical qui établit qu'il y avait des plaintes, des agressions multiples, etc. Et ça, avec notamment des jours d'ITT, donc d'incapacité totale de travail, il n'y a pas eu de suite à ce certificat médical. Et puis, dans la prise au sérieux aussi, il y a une victime qui s'est rendue à 10 reprises elle-même aux urgences, entre 2005 et 2014, donc 4 fois sur une même année. Donc, la personne, elle revient très régulièrement aux urgences et manifestement, il n'y a personne qui se dit « Oula, il y a un truc qui ne va pas là, il faut qu'on prenne en charge cette situation de manière sérieuse. » Et puis, un autre élément que j'ai trouvé aussi assez interpellant, je n'avais pas du tout conscience que ça pouvait arriver, il y a un auteur qui a appelé le SAMU en demandant à être hospitalisé parce qu'il pensait qu'il allait passer à l'acte. Et son appel n'a pas été pris au sérieux et il est passé à l'acte. D'accord? Donc, ça, pour moi, c'est vraiment un élément... je ne savais pas en fait que ça existait des personnes qui appelaient en disant « Là, je sens que je vais faire une énorme connerie, donc aidez-moi. » quoi. Et manifestement, il n'a pas été aidé. D'accord? Donc là, il y a vraiment un truc de dysfonctionnement total ou d'absence de formation du côté des professionnels de santé. C'est quoi les règles de signalement? Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de professionnels de santé qui pensent qu'ils n'ont pas le droit de signaler si la victime n'est pas d'accord. Okay? Il y a cette fameuse histoire du secret médical. La règle, elle s'applique en effet du secret médical, sauf quand il y a une personne qui est en danger de mort. Et le problème, c'est que là, manifestement, personne n'est capable, n'est outillé pour identifier s'il y a un danger de mort et donc signaler en cas de danger de la personne. D'accord? Comment on explique ce déni? Sur la personne qui vient 10 fois aux urgences, je pense qu'il y a une absence de formation des professionnels de santé qui ne maîtrisent pas le fait que les femmes font des allers-retours parce qu'il y a l'emprise qui fait qu'elles reviennent, elles repartent, etc. Ça a quand même comme conséquence qu'ils sont saoulés, quoi.
Elle vient une fois, ils la prennent en charge, elle revient une fois, elle dit là, il faudrait quitter monsieur, madame. Elle revient, puis 3 mois après, elle revient, puis 3 mois après, elle revient. Au bout d'un moment, ils disent bon, écoutez, madame, si vous ne voulez pas quitter monsieur, on ne peut rien faire pour vous. Vous voyez? Parce que manque d'empathie qui est dû au fait qu'ils sont débordés, ils manquent de moyens, mais dû aussi au fait qu'ils sont, dans une méconnaissance des mécanismes des violences. D'accord? Ils risquent quelque chose à signaler s'ils sont dans l'erreur, pas s'ils signalent sur les canaux prévus. C'est-à-dire que s'ils signalent, par exemple, ils font un signalement au procureur, après, c'est le rôle du procureur de faire une enquête. D'accord? Troisième élément, des forces de l'ordre et une justice catastrophique. Et alors là, il y a deux choses côté forces de l'ordre, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Le traitement des plaintes et le manque de professionnalisme des policiers et des gendarmes. Donc, par exemple, sur le traitement des plaintes et des mains courantes, sur 40 mains courantes déposées, à votre avis, combien ont donné lieu à une investigation? 7. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a 18% seulement des mains courantes qui ont fait l'objet d'une investigation. Les autres, 82%, n'ont fait l'objet d'aucun traitement. Autre élément sur les plaintes. Donc là, juste, on parle de mains courantes de femmes qui ont été assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. D'accord? Donc, c'est des mains courantes qui manifestement contenaient quelque chose. Il y avait forcément des signaux d'alerte. Sur un total de 21 plaintes, donc on parle là encore des plaintes déposées par les femmes victimes, il y en a combien qui n'ont jamais été traitées? 6. Ça fait près de 30%. Vous vous rendez compte? Et puis l'autre élément qu'on observe, c'est le manque de professionnalisme. Ils ont quand même organisé dans 4 dossiers une mise en présence de la victime et de l'auteur. En fait, ils ont mis quelqu'un en danger, quoi. D'accord? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas faire. Je rappelle que la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée par la France, interdit totalement la médiation dans le cadre de violences au sein du couple. Le STEMO, donc le service territorial éducatif en milieu ouvert, qui fait des accompagnements de famille notamment, avait été informé par la victime de son départ du domicile conjugal avec les enfants, suite à des multiples violences, etc. Ils ont contacté la gendarmerie, et tenez-vous bien, la gendarmerie est allée sur place et a dit que, en l'absence de violence, en leur présence, les torts étaient partagés. Voilà. Et tout ça, je le rappelle, c'est des cas qui ont débouché ensuite sur des féminicides. C'est-à-dire que la méconnaissance, l'absence de capacité des forces de l'ordre à détecter des situations de danger est totalement saisissante, quoi. Du côté de la justice, c'est pareil, il y a deux choses qui sautent aux yeux. Le classement des plaintes et puis l'absence d'ordonnance de protection. Donc, à votre avis, parmi les plaintes, vous vous rappelez là tout à l'heure, il y avait 21 plaintes qui avaient été comptabilisées, il y en avait 30% qui n'avaient jamais été traitées. Sur les plaintes qui ont été transmises au parquet, à votre avis, c'est quoi la part qui ont été classées? C'est 80%. C'est-à-dire que c'est des plaintes de femmes qui étaient victimes de violences conjugales, sévères, sérieuses, puisqu'il y a eu un féminicide derrière, il est évident qu'il y avait tout un ensemble de signaux d'alerte. Et dans 80% des cas, elles ont été classées sans suite. Seulement 2 plaintes ont reçu un commencement de réponse pénale. Voilà. Et il y a eu un rappel à la loi et un classement ensuite. Et puis, il y a eu un élément assez intéressant dans le dossier qui dit qu'il y a très peu de saisines d'ordonnance de protection. Donc, l'ordonnance de protection, c'est un dispositif sur mesure pour les femmes victimes de violences au sein du couple qui a été créé en 2010 et qui permet d'éloigner le conjoint violent, par exemple, ou de le retirer temporairement la garde, ou de l'interdire d'avoir une arme à feu, par exemple, sans que la femme victime porte plainte. Donc, c'est vraiment un dispositif qui est assez souple. On fait une demande c'est un CERFA, vous savez, comme un formulaire, en fait, une ordonnance de protection qui est faite par le juge aux affaires familiales et qui permet de protéger les femmes. Sur les 88 procédures qu'ils ont identifiées, d'accord, à votre avis, il y a eu combien de requêtes pour des ordonnances de protection? Sur les 88, c'est deux ordonnances de protection. Et tenez-vous bien, sur ces deux, il y en a une qui a été refusée par le juge aux affaires familiales. D'accord? L'ordonnance de protection, c'est temporaire, tout à fait, mais ça permet généralement de protéger la femme le temps de la séparation, en fait. Sur les perspectives, il y a 24 recommandations qui sont faites. La formation, la communication, la formation à l'évaluation du danger de tous les professionnels, le fait d'informer les victimes des étapes de la procédure et notamment de quand le monsieur sort éventuellement de prison, et puis de faire un travail de retour sur tous les cas de féminicide pour comprendre les dysfonctionnements, ce qui manifestement n'existe pas vraiment aujourd'hui en France. Ce que j'ai trouvé très intéressant, je vous ai mis un extrait du rapport, c'est qu'il souligne l'importance de la coordination. Aujourd'hui, il n'y a pas de coordination entre les services. Et on le verra, je pense, dans un prochain rendez-vous de The Projet, ou dans une enquête qu'on va faire. On le voit par exemple sur la question des hommes auteurs de violences qui gardent la garde de leurs enfants en cas de séparation. On se rend compte que d'un côté, ils peuvent être condamnés pour violence,
C'est exactement ce qui s'est passé récemment où un homme a été condamné pour agression sexuelle sur son enfant, d'accord, mais il a eu la garde. En fait, le pénal et le civil sont complètement décorrélés. Et donc, ils ne vont pas se parler. Donc, le civil, non, mais nous, on ne s'occupe pas des pénals, on s'occupe de la famille. Et puis, le pénal ne s'occupe pas de la famille, mais s'occupe des violences. Et donc, ça donne des décisions qui n'ont aucun espèce de sens. Donc, en gros, si je fais une synthèse très courte de ce rapport, le principal enseignement de ce rapport, c'est que la plupart des féminicides auraient pu être évités si les alertes avaient été prises au sérieux. D'accord ? Il donne énormément de recommandations et moi, je suis assez effarée de voir à quel point ce rapport essentiel, en fait, pour comprendre les mécanismes, pour comprendre les problèmes qu'on a dans les politiques publiques en France, d'abord a été peu suivi des faits, voilà, et ne servent pas aujourd'hui d'appui pour faire évoluer de manière assez radicale les politiques publiques. Le rapport, il date de 2019, donc il est assez récent. Et l'étude, elle date des féminicides de 2015 et 2016. Voilà, pour aller plus loin, je vous encourage à lire le rapport si vous voulez. Franchement, faites attention, ça met très en colère. Et puis, on a les chiffres clés de la justice 2022. Voilà, vous pouvez rejoindre le canal Telegram. Je vous remets le drive et les prochains rendez-vous. Et puis, la semaine prochaine, on parle avec Delphine de 2 podcasts. Fait-on trop confiance à la justice et peut-on en finir avec l'impunité ?